respect, mes chers amours. Comme d'habitude, je suis heureuse qu'on ait cette opportunité-là de nous asseoir tranquillement et d'échanger ensemble. Donc, même si cet échange ne se fait pas au tac au tac, mais je sais que vous êtes là, vous prenez note, vous écoutez. Et pour ceux et celles qui veulent encore plus que ce message se porte mieux et donc aille dans des contrées différentes, eh bien, je sais que vous allez partager cette émission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets qui, en mon sens, se rejoignent parce que ce sont des sujets qui non seulement nous concernent, mais fait réellement ressortir l'incompréhension que nous avons de part et d'autre sur le continent qui boulogne avec les Afro-descendants et les Afro-descendantes qui vivent ailleurs sur les continents d'Amérique surtout. Alors voilà, donc le décor est ceci. Premièrement, nous allons parler de ce boycottage qui vise la sœur camerounaise. Je vais vous laisser écouter un extrait de ce qui se passe sur la toile par rapport à cette idée de boycottage, de ce salon qui accueille des centaines d'individus par jour aux États-Unis. Et deuxièmement, nous allons vous laisser regarder un extrait aussi de ce qui se passe par rapport à une vidéo qui fait un peu le buzz, Chiara, mais c'est vraiment avec la communauté béninoise, donc le pays que vous connaissez, le Bénin, que j'aime aussi beaucoup, comme tous les autres pays africains, comme je le dis. Parce que sur le continent, que je sois en visite ou que je sois chez moi, c'est un continent que je porte dans toutes mes entrailles en tant que fille de racines haïtiennes et qui ont eu des vaillants individus qui se sont mis debout et qui se sont levés contre le joug de l'oppresseur, les Yamnaya. Donc, pour moi, c'est important de parler. Et en suivant tout ceci, tout ce tapage médiatique de part et d'autre, et sur ces deux sujets, j'ai compris effectivement que la chaîne Manzé Choublack a tout son sens et qu'il faut absolument qu'on travaille pour mieux se connaître parce que on a beaucoup de mythes à casser par rapport à nous-mêmes et qu'il faut aussi casser cette idée de tout généraliser. On a tendance à exagérer nos discours et ça ne joue pas en notre faveur. Allez, on entame l'émission. Nous allons passer le premier extrait de notre sujet, le boycottage. Salut à tous et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on s'intéresse à Nadine Ducos. C'est une jeune Camerounaise partie de son pays à l'âge de 21 ans pour se retrouver aux États-Unis d'Amérique. Et il y a de cela donc une quinzaine d'années, elle a inscrit son nom en lettres d'or dans le livre de la coiffure aux États-Unis. Alors, je pense qu'on a tous vu cette vidéo virale d'une Camerounaise à la tête d'un gigantesque salon de coiffure aux États-Unis, avec des files d'attente interminables de clientes. Même Philippe Simo de la chaîne Investir au pays lui a consacré un reportage entier que je vous encourage à aller regarder. Alors, d'après un article du Washington Post qui est paru en 2023, qui propose un portrait complet de son ascension, la jeune dame Nadine Ducos, entrepreneuse camerounaise dans le Maryland, qui a fondé l'un des salons de tresse les plus fréquentés des États-Unis, avec un concept assez novateur, il faut le dire. Le salon est ouvert quasiment 24/24, sans rendez-vous, avec plus de 200 postes de coiffure, où chaque cliente est coiffée avec plusieurs tresseuses en même temps. L'objectif ici, c'est tout simplement de prendre le moins de temps possible sur une tête, en voyant un travail qui pourrait faire une journée entière, se faire en 3 heures de temps. Et les jours de pointe, elle arrive jusqu'à 600 clients par jour. Oui, tu as bien compris, 600 clients. Nadine arrive aux États-Unis en 2009 avec un visa étudiant, donc pour faire des études en finance. Mais la réalité de la vie aux États-Unis la rattrape très vite. Il faut financer ses études et Nadine n'a pas les moyens. Elle abandonne dans ses études et se lance là dans la coiffure. Et c'est donc en 2015 qu'elle ouvre son premier salon. Ayant bien entendu commencé de manière comme ça incognito à coiffer les gens à la maison. Puis avec l'émergence des réseaux sociaux, particulièrement de TikTok, la vidéo d'une de ses clientes fait le buzz sur le réseau social. La cliente publie une vidéo de tresse qui lui a coûté $180, cheveux inclus, et 2 heures de travail pour finir le boulot. La vidéo dépasse très rapidement le million de vues et du jour au lendemain, le salon est littéralement pris d'assaut. Elle reçoit énormément d'appels. Tous les jours, les clients viennent de tout l'Est des États-Unis pour se coiffer dans son salon. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait ça avec une joie débordante.
de dire, voilà, vous voyez, ces Afro-Américains, ces Noirs en Amérique, c'est ceci, c'est cela. Et on oublie vraiment de prendre le temps d'analyser la chose avec la plus grande lucidité. Il faut avoir en effet une lucidité lorsqu'on parle de ces bêtises-là. Premièrement, j'ai vu que c'est plus facile pour certains d'entre nous de nous boycotter, de boycotter soi-même. Donc, très rapidement, si un noir fait quelque chose, si on n'aime pas la tronche de cette personne-là, on va appeler à boycotter et vous allez être surpris de constater que ça va se faire en claquant des doigts, en cliquant comme ça, en claquant des doigts et ça se fait. Et malheureusement, lorsque Yamnaya, et c'est le poids de la colonisation, il faut se dire la vérité. Ils peuvent en dire les pires sur nos communautés, sur un individu qui appartient à nos communautés, et vous allez voir la lenteur qu'ont les gens pour dire on va boycotter ce produit-ci, on va boycotter cette boutique, on va boycotter ce commerce. Parce que nous, dans notre tête, on est habitué au fait que ces gens nous utilisent, nous humilient, nous passent dans la boue, dans la farine, et on est apparemment pour beaucoup d'entre nous, on est d'accord. On dit que c'est la posture naturelle, on est habitué à être insulté par ces gens-là, donc c'est correct. Mais quand c'est nous, oh là là là, c'est tout de suite qu'il faut agir. Et donc, il faut qu'on prenne le temps de s'analyser, de mieux se comprendre pour se dire que pourquoi on est aussi rapide à s'auto-censurer, à se boycotter, et on ne le fait pas par rapport aux autres. Ça, c'est la première question. Autre chose, c'est que les gens ont parlé, en tout cas beaucoup d'entre eux ont parlé, comme si c'était toute la communauté afro-américaine qui avait décidé de boycotter cette sœur. Mais mon Dieu, on sait que c'est faux. Certaines personnes aigries, certaines personnes pour toutes sortes de raisons, parce que ça se fait dans beaucoup de pays, hein, la xénophobie. Donc, dès qu'un étranger est là, eh bien, automatiquement, c'est cette personne-là qui va être la responsable de nos malheurs, la responsable de le manque d'emploi. C'est cette personne-là qui va être responsable de même la température. Je me rappelle une fois, un Québécois disait c'est parce qu'il y a trop d'immigrants qui fait que la neige ne tombe pas plus tôt que d'habitude et qu'il ne fait pas plus froid que d'habitude. Donc, ça veut dire que, en ce qui concerne cette capacité de chialage, les natifs, généralement, donnent ce droit-là de mettre tout leur malheur sur les immigrants, sur ceux qui arrivent vivre pour trouver un genre de paradis. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de paradis sur Terre. Hein? Parce que nous, on a la capacité de bien foutre la pagaille où on est. Donc voilà, et il faut quand même se dire que c'est pas tous les Afro-États-Uniens, c'est pas tous les Afro-États-Uniennes qui sont contre cette sœur-là, qui essayent et qui, en termes d'innovation commerciale, a fait un travail aussi extraordinaire, aussi merveilleux. Moi, j'en connais qui étaient vraiment ébahis par son génie et qui se disent, waouh, mon Dieu, c'est une sœur à copier, c'est une action à dupliquer et il faut faire plus. Donc, on peut le faire aussi avec des studios où on s'occupe uniquement des cheveux naturels, pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui veulent aller vers tout ce qui est naturel, tout ce qui est authentique. Donc, c'est bien de s'inspirer de ce qui est bon, de ce qui est magnifique, de ce qui pourrait être pérenne et en multipliant ces actions. Pourquoi se dire que bon là, il faut boycotter, il faut ceci, il faut cela. Donc, heureusement, je tenais absolument à en parler, que les personnes lucides, les personnes qui comprennent tout le dynamique socio-historique de ce continent-là, de notre histoire, de notre passé, se disent non, 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 on va faire tout le contraire. On va supporter la sœur, on va publier au maximum les publicités faites concernant son business pour qu'il y en ait plus comme ça et qu'on puisse l'élever. Donc, vous voyez, ce n'est pas tous les Noirs là qui sont bêtes et qui vont accepter de boycotter et de mettre à genoux une sœur qui décide de, premièrement, travailler dans l'honnêteté, hein, de faire parler son génie au point de venir avec une idée aussi merveilleuse, aussi extraordinaire et de fructifier son business. Et ce que ça montre aussi, j'espère que ça va rester pareil, ça va les aider d'aller le plus loin possible. C'est un couple qui se sacrifie ensemble pour
faire ce commerce une action grandiose. Donc, c'est une image positive de l'homme noir et de la femme noire qui se mettent ensemble et qui s'élèvent mutuellement. N'est-ce pas merveilleux? Parce que généralement, on met l'accent sur tout ce qui va mal entre l'homme noir et la femme noire. N'est-ce pas une image positive? N'est-ce pas un exemple intéressant à en parler? Il faut en parler. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons montrer ce côté de complémentarité de ces êtres-là qui longtemps on nous a mis dos à dos. Et là, de voir un couple aussi dynamique, non mais écoute, c'est révolutionnaire leur façon de faire. Et donc, arrêtons de vouloir mettre la zizanie lorsque ce n'est pas nécessaire. Il faut arrêter ça. Et puis, je veux vous rappeler, il va toujours y avoir des personnes aigries, des personnes envieuses, des personnes jalouses. Tous les groupes ont ça. Et pour ceux et celles qui vont dire, oui, mais les Yamnaya ne sont pas comme ça, c'est faux. Combien d'entre eux qui, tranquillement, parce qu'ils ne parlent pas, ils agissent, qui vont entrer dans un business, qui vont tout prendre, qui vont mettre l'autre carrément à la porte, qui vont récupérer. Même dans leurs films, ils le montrent. Le œil pour œil, là, le dent pour dent, la jalousie et tout ça. Ils le montrent quotidiennement dans leurs films. C'est pas que de la fiction. Donc, c'est dans tous les groupes qu'il y a ces genres de personnes-là. Et dans tous les groupes, il y a des gens aussi qui donnent la main. Il y en a qui te donnent des conseils. Il y en a qui te disent, va vers ça. Voilà, je finance ça. Il y en a de tout. Et il y a ces personnes-là qui vont profiter, qui vont avoir de la gratitude, qui vont remercier, qui vont même publier ça, leur gratitude de dire combien telle personne m'a aidé, grâce à telle personne, j'ai pu réaliser telle ou telle initiative. Et il y en a d'autres qui vont être ingrats. Ça fait partie de la nature humaine. Arrêtons d'amplifier les choses. Arrêtons d'exagérer sur les faits. Et donc de se dire que, eh bien, on va s'épauler, on va continuer de se donner la main pour qu'on aille plus loin. Voilà. Et ça, c'était important. Il faut qu'on se dise que dans un groupe, il y a 2-3 individus qui décident d'emprunter un chemin, que ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'il faut arrêter de généraliser. OK? C'est pas tous les Afros qui refusent d'accepter leur africanité. C'est pas tous les Afros qui refusent de se saluer dans les rues. C'est pas tous les Afros qui refusent de se dire « Ok, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi ». Il y a de tout et de tout. Mais ce que je vais vous dire, beaucoup d'entre nous sont rapides à parler, à mentionner leurs expériences négatives, néfastes. Et là, on parle de relations interpersonnelles. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est aussi de prendre vos courage à deux mains. Parler de choses positives aussi qui vous arrivent. Moi, par exemple, l'autre jour, il y a des Haïtiens qui disent la même chose. Oh, les Haïtiens sont ci, les Haïtiens. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'Haïtiens qui m'ont aidé dans ma vie. Autant que j'en ai eu qui m'ont donné des coups de couteau dans le dos. J'ai eu beaucoup d'Africains qui m'ont aidé. Moi, l'autre jour, j'ai participé à une formation et c'est une jeune sœur haïtienne qui me disait, écoute là, il faut que tu ailles vers ça, il y a ça, il y a ça. Et elle me donnait une information. Quand j'étais à l'université, même si cette fille n'est plus restée mon amie, mais c'est une fille qui m'a beaucoup aidée à l'université parce que moi, j'étais déjà mère de 2 enfants quand j'avais décidé de faire mon droit. Et cette fille m'a donné, elle a été une ressource importante pour moi. Elle m'a filé des informations importantes que je ne savais pas, que je n'avais pas à l'époque. Parce que j'avais et les études et une famille en plus de mes responsabilités communautaires. Donc, ça veut dire qu'on a toujours quelqu'un qui nous donne la main. Mais des fois, on est tellement omnibulé par notre petite personne, notre petitesse, notre mauvais cœur aussi, parce que beaucoup d'entre nous qui vont dire oh, les autres sont ci, les autres sont ça, on est les pires pour les autres. Donc, il faut qu'on arrête ça. Voilà, c'est dit. Deuxième extrait et on revient. La présidence béninoise a officialisé mercredi la nomination de Tonya Lewis-Lee et son époux Shelton Jackson Spike Lee, réalisateur oscarisé en tant qu'ambassadeur thématique du Bénin auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis. L'objectif est clair, reconnecter ces peuples à travers leurs racines historiques, culturelles et spirituelles. Bon, voilà. Autre chose, et là c'est la même chose qui se vit de façon différente,
c'est nous les Africains, nous les autochtones, les indigènes de cette terre, avec ces Africains qui ont la même peau que nous, mais qui vivent à l'extérieur, donc qui sont des descendants de ces mêmes Africains, hein, parce que apparemment vous oubliez ça assez souvent, et qui, beaucoup d'entre nous ont travaillé. On a eu des panafricains, les tout premiers, comme Jean-Jacques Dessalines. On a eu d'autres aussi qui l'ont succédé et qui ont toujours mis en avant les liens naturels, les liens authentiques que nous partageons. Et il y a ceux-là qui, eux, pour une raison donnée, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'arriverait jamais à expliquer, qui décident qu'il faut nous faire la guerre parce que ces noirs-là sont des noirs blancs. Parce qu'il y en a qui m'ont dit ça. Mais c'est normal, nous vivons dans un autre cadre, sur une autre terre, avec des cultures différentes parce que, justement, nos ancêtres ont été déportés de force, ont survécu et se sont battus. Et malheureusement, la culture, d'ailleurs, de toute manière, c'est un faux débat parce que ce sont les Toubabs aussi qui vous ont éduqués. Ce sont les religieux qui vous ont éduqués, tout comme nous. On vous a fait détester votre culture, votre spiritualité, et vous avez aussi eu à utiliser leurs noms au lieu des noms ancestraux que vous portiez. La seule différence, c'est que nous, on nous a tellement lavés, on nous a tellement formatés et interdit nos noms propres que malheureusement, on ne les a pas. Mais dans le fond de la chose, on partage les mêmes déboires, les mêmes difficultés. Et là, certains gouvernements de bonne foi, probablement parce que je veux rester positif par rapport à ça, et certains autres pour des raisons politiques, parce que beaucoup de choses qui se font dans le quotidien, surtout dans les décisions gouvernementales, pour des raisons hautement politiques. L'image qu'on veut redorer, l'image d'unité, d'harmonie qu'on veut donner, aller chercher de l'aide financière dans d'autres communautés, aller chercher la sympathie de certaines communautés. Donc, il y a des décisions que certains gouvernements vont prendre pour toutes ces raisons-là que je viens de citer. Le Ghana, la Tanzanie, ça c'est de mémoire, avaient ouvert leurs portes à des afro-descendants pour qu'elles viennent récupérer, si je peux dire, leurs liens ancestraux à travers la citoyenneté. Le Bénin a fait la même chose, le décret est sorti et je crois en avoir parlé, mais dans une de mes émissions radiophoniques. Alors, je compte continuer de travailler pour trouver un panel de personnes intelligentes, de personnes lucides qui vont en parler pour nous dire ce qu'ils pensent réellement parce que j'ai entendu par moments des commentaires positifs par rapport à ça et j'ai entendu aussi le pire. Donc, premièrement, c'est sûr que pour faire un coup d'éclat, le gouvernement va aller chercher des personnes connues, des personnes qui ont l'argent, des personnes qui ont une notoriété au niveau du public ou voire de l'international. C'est pour ça que le gouvernement béninois est allé chercher Chiara, qui est une afro-descendante connue, qui est dans le domaine du showbiz et tout ça. Il est allé aussi chercher, si ma mémoire est bonne, le producteur cinéaste afro-américain très connu, Spike Lee. C'est normal parce que pour avoir cette visibilité, pour faire le coup d'éclat, comme j'ai eu à le dire, c'est sûr qu'il va chercher les grosses chaussures, comme on dit. Ce n'est pas pour cette raison, de ce que j'ai entendu certains frères béninois et béninois disent, que ces gens-là vont venir faire le ghetto parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Donc, à cause d'eux, apparemment, les terrains vont être difficiles à avoir. En tout cas, c'est sûr que moi, je suis pas économiste. Je peux pas vous dire jusqu'à quel point ça pourrait éventuellement influencer négativement le pouvoir d'achat des Béninois sur le territoire. Mais je ne pense pas que, de ce que j'ai entendu de certains Béninois, que ce sont les afro-descendants qui vont foutre la pagaille chez vous. Je ne suis pas certaine. Et je ne me rappelle pas que des frères ou des sœurs béninois ont eu autant de peur lorsque des Toubabs arrivaient à un certain moment, parce que j'ai suivi ça aussi, et je crois que c'était la même chose au Sénégal et dans certains pays. Lorsque les Toubabs ont arrivé, un nombre important sur leur territoire et ils ont eu à s'inquiéter outre mesure que ces gens-là vont nous envahir et que notre pouvoir d'achat va être diminué.
Je peux me tromper, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas eu vraiment un tollé par rapport à ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement fait la chose de façon intelligente et ce n'est pas par pur souci politique et retombée de communication, eh bien, le gouvernement va faire en sorte que ces afro-descendants, lorsqu'ils arrivent sur le territoire, vont trouver des moyens pour que la communication socio-économique, voire culturelle, se fasse de façon harmonieuse. Pourquoi je le dis? Parce que nous qui sommes et qui vivons dans les Amériques depuis des décennies, depuis des siècles, eh bien, en effet, nous avons développé une vision, une façon de faire qui est propre à nous. Parce que, ça, c'est naturel, c'est quasiment une obligation, un impératif de vivre en fonction de la réalité que nous avons. Donc, chez vous, en Haïti, par exemple, on a des autorités qui nous ressemblent. On n'a pas ce problème-là où on se dit, les autorités, les figures d'autorité sont automatiquement identifiées au Yamnaya. On n'a pas ça. Cependant, au niveau socio-économique, on sait qu'en Afrique et dans nos pays, ce pouvoir-là, majoritairement, revient aux anciens colons, donc à leurs descendants. Donc, naturellement, on a un travail à faire sur nos territoires respectifs. Et donc, il faut être lucide par rapport à ça. Les Afro aussi, lorsqu'ils arrivent dans ces pays-là, ils doivent comprendre qu'ils ne viennent pas comme des seigneurs en remplaçant et avoir une attitude de colon et comme quoi je sais tout, je connais tout, on a l'argent et donc on a une certaine hardiesse, une certaine façon de regarder les autres avec dédain, avec un mépris et que ça joue en notre faveur. Il faut avoir cette humilité-là de se dire on est là, on va apprendre de cette culture-là, on va se reconnecter aux sources que nous avons oubliées, carrément oubliées, et perdues aussi parce qu'on nous a dénaturés. Donc, on va là dans cet esprit de se connecter avec les autochtones, avec nos frères, nos sœurs, et on va tout faire pour que cette intégration se fasse de façon harmonieuse, respectueuse, et j'en passe. Et ceci de façon mutuelle. Parce que quand on parle d'intégration, l'intégration se fait des deux côtés. Les personnes qui reçoivent et les personnes qui arrivent. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension commune et qu'on est là pour travailler ensemble, pour grandir ensemble. Je crois que si ça se fait de cette façon-là, et puis le gouvernement aussi doit préparer les personnes sur leur territoire, à savoir que ces gens vont venir, voilà comment on va les accueillir, voilà pourquoi on fait ça. Et communiquer correctement et qu'il y ait aussi des émissions qui se font sur le territoire, sur les chaînes nationales, voire privées, pour expliquer le phénomène. Donc, ne pas laisser les gens comme ça avec des scénarios qui n'ont aucun rapport. Pourquoi un Afro arriverait en Afrique tout simplement pour vous dépouiller de ce que vous avez et seulement agir comme des colons et que la vie va être compliquée pour vous et que finalement, c'est la fin du monde, ces gens-là. Et puis, vous parlez de nous comme si on n'est rien, qu'il n'y a aucune connexion, aucune interconnexion entre nous. Un regard beaucoup plus positif envers l'un l'autre parce qu'on n'a pas cette prétention de venir vous pourrir la vie. Ça n'a aucun sens. Et ceci doit être fait à ce que finalement, ça devienne une collaboration, un travail d'éveil, de réveil et d'élévation pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, au lieu d'appréhender tout ça avec une peur, prenons le temps de regarder les choses et de poser les scénarios, de poser les faits comme c'est et comme ça devrait être. Je crois que ça fera du bien de part et d'autre. Beaucoup d'entre nous veulent avoir cette nationalité-là. Beaucoup d'entre nous veulent intégrer, connaître leur appartenance tribale, nationale et tout ça parce qu'on nous a dépouillés de cette identité-là. Et puis, je vais vous dire très sincèrement que certains Africains arrêtent de nous voir comme comme des étrangers et restent sur le fait qu'un ignorant, une ignorante avait dit dans le passé ou a dit ou a décidé, a déclaré que moi, je ne suis pas africain. Parce que autant qu'il y a certains d'entre nous qui se disent, moi, je ne veux pas de ça, autant qu'il y a d'entre vous aussi qui nous refusent cette appartenance-là. Donc, vous voyez, le mal est partout. Le mal se situe des deux côtés. Mais heureusement aussi qu'il y a ces groupes d'individus qui comprennent les éléments historiques, qui comprennent le pourquoi, le comment et pourquoi nous en sommes arrivés à ça et qui se disent on va laisser de côté tout ce qui nous divise et on va embrasser tout ce qui nous unit pour qu'ensemble on arrive à nous développer
et à nous élever. Alors voilà, j'espère que ce court message vous a été salutaire et bénéfique et que vous allez maintenant commencer à cogiter de façon positive sur nos liens et sur les liens ou les relations que nous devons entretenir entre nous de part et d'autre. Alors voilà, c'est dit, c'est fait. J'étais heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui. Je vous dis tous merci de continuer de me supporter parce que comme je vous dis, j'ai des Africains du continent, des Africains d'autres continents, des Haïtiens, mes frères et mes sœurs, qui me supportent et qui se disent que nous croyons en ce pont-là que tu veux continuer à construire et que ce pont va nous permettre de devenir grands, puissants, extraordinaires et de vivre dans une harmonie totale et capitale. Alors voilà, je vais continuer le travail parce que tant aussi longtemps qu'il y aura des ignorants, des ignares, de tout genre, de toute couleur, de toute culture, eh bien, la chaîne Manzé Chou Black va continuer à pousser vers cette unité, vers cette fraternité. Sur ce, je vous dis tous, merci d'avoir été là. Kembe Djam Palagi. Bisous, câlins et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Il ne faut pas passer la musique parce que c'est du n'importe quoi. En tout cas, à la prochaine, je vous aime tous. Moi, remets nous toutes. Moi, remets nous toutes. L'être humain que nous sommes.